Histoire la ceinture bleue. Il était une fois une vieille mendiante qui sortait pour mendier. Elle avait un petit garçon avec elle, et quand elle eut rempli son sac, elle traversa les collines en direction de sa propre maison. Alors, après avoir gravi un peu la colline, ils trouvèrent une petite ceinture bleue qui se trouvait à l'intersection de deux chemins, et le garçon demanda la permission à sa mère de la ramasser. Non, dit-elle, il y a peut-être de la sorcellerie là-dedans. Et ainsi, avec des menaces, elle le força à la suivre. Mais quand ils furent allés un peu plus loin, le garçon dit qu'il devait s'écarter un instant de la route. Et pendant ce temps sa mère s'asseyait sur une souche d'arbre. Mais le garçon était parti depuis longtemps, car dès qu'il fut si loin dans le bois que la vieille dame ne pouvait pas le voir, il courut là où se trouvait la ceinture, la prit, l'attacha autour de sa taille, et voilà. Point d'exclamation. Il se sentait aussi fort que s'il pouvait soulever toute la colline. À son retour, la vieille dame était très en colère et voulait savoir ce qu'il avait fait pendant tout ce temps. Peu importe le temps que vous perdez, et pourtant vous savez que la nuit approche et que nous devons traverser la colline avant qu'il ne fasse nuit. Ainsi continuèrent-ils à piétiner, mais quand ils furent à mi-chemin, la vieille dame se lassa et dit qu'elle devait se reposer sous un buisson. « Chère mère, dit l'enfant, ne puis-je pas monter au sommet de ce haut rocher pendant que vous vous reposez, et essayer si je ne vois aucun signe de gens par ici? Oui. Il pourrait faire ça. Alors, quand il fut arrivé au sommet, il vit une lumière briller du nord. Alors il accourut et l'a dit à sa mère. Il faut y aller, mère. Nous sommes près d'une maison, car je vois une lumière vive briller tout près de nous au nord. Puis elle se leva, mit son sac sur son épaule et partit voir. Mais il n'était pas allé bien loin, lorsqu'un éperon abrupt de la colline se dressait juste en face de leur chemin. Exactement ce que je pensais, dit la vieille dame. Maintenant nous ne pouvons pas faire un pas de plus. Un joli lit que nous aurons ici. Mais le garçon prit le sac sous un bras, et sa mère sous l'autre, et courut avec eux tout droit sur le rocher escarpé. Maintenant, tu ne vois pas? Ne voyez-vous pas que nous sommes près d'une maison? Ne voyez-vous pas cette lumière brillante? Mais la vieille dame disait que ce n'étaient pas des chrétiens, mais des trolls, car elle était chez elle dans toute cette forêt lointaine et proche, et savait qu'il n'y avait personne vivant dedans, jusqu'à ce que vous ayez franchi la crête et descendu sur l'autre côté. Mais ils continuèrent leur route et, peu de temps après, ils arrivèrent à une grande maison toute peinte en rouge. À quoi ça sert? Dit la vieille dame. Nous n'osons pas entrer, car ici vivent les trolls. Ne le dis pas. Il faut y aller. Il doit y avoir des hommes là où les lumières brillent ainsi, dit le garçon. Il entra donc, et sa mère après lui, mais à peine avait-il ouvert la porte qu'elle s'évanouit, car là elle vit un homme très gros, haut d'au moins 20 pieds, assis sur le banc. Bonsoir, grand-père, dit le garçon. Eh bien, je suis assis ici depuis 300 ans, a déclaré l'homme assis sur le banc, et personne n'est jamais venu m'appeler grand-père auparavant. Alors le garçon s'assit à côté de l'homme et commença à lui parler comme s'il avait été de vieux amis. Mais qu'est-ce qui arrive à ta mère? Dit l'homme après avoir bavardé un moment. Je pense qu'elle s'est évanouie. Tu ferais mieux de prendre soin d'elle. Alors le garçon alla saisir la vieille dame et la traîna dans le couloir par terre. Cela la ramena à elle-même, et elle donna des coups de pied, se gratta, se jeta partout, et finalement s'assit sur un tas de bois de chauffage dans un coin. Mais elle était si effrayée qu'elle osait à peine regarder quelqu'un en face. Au bout d'un moment,
Le garçon a demandé s'il pouvait y passer la nuit. Oui. Bien sûr, dit l'homme. Ils recommencèrent donc à parler, mais le garçon eut bientôt faim et voulut savoir s'il pourrait obtenir de la nourriture en plus d'être logé. Bien sûr, dit l'homme, cela pourrait aussi être obtenu. Et après s'être assis un peu plus longtemps, il se leva et jeta sur le feu 6 charges de pitch pain sec. Cela fit encore plus peur à la vieille sorcière. Oh! Maintenant, il va nous rôtir vivants, dit-elle dans le coin où elle était assise. Et quand le bois fut réduit en braise incandescente, l'homme se leva et sortit de sa maison à grands pas. Que le ciel nous bénisse et nous aide. Quel cœur vaillant tu as, dit la vieille dame. Ne voyez-vous pas que nous sommes parmi les trolls? Des trucs et des bêtises. Dit le garçon. Pas de mal si c'est le cas. Peu de temps après, revint l'homme avec un bœuf si gros que le garçon n'avait jamais vu un pareil, et il lui donna un coup de poing sous l'oreille, et il tomba mort sur le sol. Quand cela fut fait, il le prit par les 4 pattes et le posa sur les braises incandescentes, puis le retourna et le tordit jusqu'à ce qu'il soit brun brûlé à l'extérieur. Après cela, il se dirigea vers une armoire, en sortit un grand plat d'argent et y déposa le bœuf. Et le plat était si grand qu'aucun bœuf ne débordait d'aucun côté. Il le posa sur la table, puis il descendit dans la cave et alla chercher un tonneau de vin, lui frappa la tête et posa le tonneau sur la table avec 2 couteaux de 6 pieds de long chacun. Lorsque cela fut fait, il leur ordonna d'aller s'asseoir pour souper et manger. Ils partirent donc, le garçon d'abord et la vieille dame ensuite, mais elle commença à gémir, et à se demander comment elle pourrait un jour utiliser de tels couteaux. Mais son fils en saisit une et se mit à couper des tranches dans la cuisse du bœuf, qu'il plaça devant sa mère. Et quand ils eurent mangé un peu, il prit le tonneau à 2 mains et le descendit jusqu'au sol. Puis il a dit à sa mère de venir boire, mais il était encore si haut qu'elle ne pouvait pas l'atteindre. Alors il la rattrapa et la tint jusqu'au bord du tonneau pendant qu'elle buvait. Quant à lui, il grimpait et se pendait comme un chat dans le tonneau pendant qu'il buvait. Alors, quand il eut étanche sa soif, il prit le tonneau, le remit sur la table, remercia l'homme pour le bon repas, et dit à sa mère de venir le remercier aussi, et, malgré sa peur, elle n'osait rien faire d'autre que remercier l'homme. Alors le garçon se rassit à côté de l'homme et commença à bavarder, et après qu'il fut assis un moment, l'homme dit, « Eh bien, il faut que j'aille aussi souper un peu. » Alors il se dirigea vers la table et mangea tout le bœuf, les sabots, les cornes et tout, et vida le tonneau jusqu'à la dernière goutte, puis revint s'asseoir sur le banc. Quant au lit, dit-il, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je n'ai qu'un lit et un berceau. Mais nous nous entendrions plutôt bien si tu dormais dans le berceau, et ta mère pourrait alors se coucher dans le lit là-bas. Merci bien. Ça fera l'affaire, dit le garçon. Et sur ce, il ôta ses vêtements et se coucha dans le berceau. Mais, à vrai dire, il était aussi grand qu'un lit à baldaquin. Quant à la vieille dame, elle dut suivre l'homme qui la conduisait au lit, bien qu'elle fût folle de peur. Bien, pensa le garçon, il ne faudra jamais s'endormir encore. Je ferais mieux de rester éveillé et d'écouter comment les choses se passent à mesure que la nuit avance. Alors, au bout d'un moment, l'homme commença à parler à la vieille dame, et finalement il dit, « Nous pourrions vivre ici si heureux ensemble, si seulement nous pouvions nous débarrasser de votre fils. Mais savez-vous comment le calmer? C'est à ça que tu penses? » dit elle. « Rien de plus facile, dit-il. En tout cas,
Il essaierait. Il disait simplement qu'il souhaiterait que la vieille dame reste et tienne la maison pour lui un jour ou deux. Puis il emmenait le garçon avec lui sur la colline pour extraire les pierres angulaires et faire rouler un gros rocher sur lui. Tout cela, le garçon gisait et écoutait. Le lendemain, le troll, car c'était un troll aussi clair que le jour, demanda si la vieille dame voulait bien rester et tenir la maison pour lui quelques jours. Et à mesure que la journée avançait, il prit un grand pied de biche en fer et demanda au garçon s'il avait envie de l'accompagner sur la colline et d'extraire quelques pierres angulaires. De tout son cœur, dit-il, et il partit avec lui, et ainsi, après avoir fendu quelques pierres, le troll voulut qu'il descende en bas et s'occupe des fissures dans la roche, et pendant qu'il faisait cela, le troll travaillait et se fatiguait avec son pied de biche jusqu'à ce qu'il retire tout un rocher de son lit, qui tomba droit sur l'endroit où se trouvait le garçon, mais il le retint jusqu'à ce qu'il puisse se mettre d'un côté, puis le laissa rouler. Oh! Dit le garçon au troll, maintenant je vois ce que tu comptes faire de moi. Vous voulez m'écraser à mort? Alors descends toi-même et occupe-toi des fissures et des débris dans le rocher, et je me lèverai au-dessus. Le troll n'osa pas faire autrement que ce que le garçon lui avait ordonné, et à la fin, le garçon roula sur un gros rocher qui tomba sur le troll et lui cassa une cuisse. Bien. Vous êtes dans une triste situation, dit le garçon en descendant à grands pas, en soulevant le rocher et en libérant l'homme. Après cela, il dut le mettre sur le dos et le ramener chez lui. Alors il courut avec lui aussi vite qu'un cheval et le secoua de telle sorte que le troll cria et hurla comme si on lui frappait un couteau. Et quand il est rentré à la maison, ils ont dû mettre le troll au lit, et il gisait là dans un triste cornichon. Lorsque la nuit avança, le troll recommença à parler à la vieille dame et à se demander comment il pourrait un jour se débarrasser du garçon. Eh bien, dit la vieille dame, si vous ne pouvez pas trouver un plan pour vous débarrasser de lui, je suis sûre que je ne peux pas. Laissez-moi voir, dit le troll. J'ai 12 lions dans un jardin. S'il pouvait seulement mettre la main sur ce garçon, il le mettrait bientôt en pièces. Alors la vieille dame a dit que ce serait assez facile de l'y amener. Elle faisait semblant d'être malade et disait qu'elle se sentait si mal que rien ne lui ferait de bien à part le lait du lion. Tout cela, le garçon gisait et écoutait. Et quand il se levait le matin, sa mère disait qu'elle était pire qu'elle n'en avait l'air, et qu'elle pensait qu'elle ne se rétablirait plus jamais à moins qu'elle ne puisse obtenir du lait de lion. Alors j'ai peur que tu sois malade pendant longtemps, maman, dit l'enfant, car je suis sûre que je ne sais pas où en trouver. Oh! Si c'était tout, dit le troll, le lait de lion ne manquerait pas, si seulement nous avions l'homme pour le chercher. Puis il raconta que son frère avait un jardin avec 12 lions, et que le garçon pourrait avoir la clé s'il avait envie de traire les lions. Alors le garçon prit la clé et un seau à lait et partit à grands pas, et quand il ouvrit la porte et entra dans le jardin, les 12 lions se tenaient sur leurs pattes postérieures, rampant et rugissant contre lui. Mais le garçon saisit le plus gros, le conduisit par les pattes antérieures et le frappa contre des bois et des pierres jusqu'à ce qu'il ne reste plus un morceau de lui, à part les 2 pattes. Alors, quand les autres virent cela, ils eurent tellement peur qu'ils se levèrent et se jetèrent à ses pieds comme des chiens. Ensuite, ils le suivirent partout où il allait, et lorsqu'il rentra chez lui, ils se couchèrent à l'extérieur de la maison, les pattes de devant sur le rebord de la porte. Maintenant, maman, tu seras bientôt guérie, dit l'enfant en entrant, car voici le lait du lion. Il venait d'en tirer une goutte dans le seau. Mais le troll,
allongé sur son lit, jura que tout cela n'était qu'un mensonge. Il était sûr que le garçon n'était pas homme à traire les lions. Quand le garçon entendit cela, il força le troll à sortir du lit, ouvrit la porte, et tous les lions se levèrent et s'emparèrent du troll, et finalement le garçon dut les faire quitter leur emprise. Cette nuit-là, le troll recommença à parler à la vieille dame. Je suis sûr que je ne peux pas dire comment mettre ce garçon à l'écart, il est terriblement fort. Tu ne peux pas penser à un moyen? Non, dit la vieille dame. Si vous ne pouvez pas le dire, je suis sûr que non. Bien. Dit le troll. J'ai 2 frères dans un château. Ils sont 12 fois plus forts que moi, et c'est pour cela que j'ai été mis à la porte et que j'ai dû supporter cette ferme. Ils tiennent ce château, et autour il y a un verger avec des pommes, et celui qui mange ces pommes dort 3 jours et 3 nuits. Si seulement nous pouvions inciter le garçon à aller chercher les fruits, il ne pourrait pas s'empêcher de goûter les pommes, et dès qu'il s'endormait, mes frères le déchireraient en morceaux. La vieille dame a dit qu'elle ferait semblant d'être malade et qu'elle ne pourrait plus jamais être elle-même à moins de goûter ces pommes. Car elle y avait jeté son cœur. Tout cela, le garçon gisait et écoutait. Le matin venu, la vieille dame était si malade qu'elle ne pouvait prononcer un mot que des gémissements et des soupirs. Elle était sûre qu'elle ne se rétablirait jamais, à moins d'avoir quelques-unes de ces pommes qui poussaient dans le verger près du château où vivaient les frères de cet homme. Seulement elle n'avait personne à qui demander. Oh! Le garçon était prêt à partir à l'instant. Mais les 11 lions l'accompagnèrent. Ainsi, lorsqu'il arriva au verger, il grimpa dans le pommier et mangea autant de pommes qu'il put, et à peine descendu qu'il tomba dans un profond sommeil. Mais les lions formaient tous un cercle autour de lui. Le 3e jour arrivèrent les frères du troll, mais ils ne se présentèrent pas sous forme humaine. Ils venaient en reniflant comme des coursiers mangeurs d'hommes, et se demandaient qui avait osé être là, et disaient qu'ils le mettraient en pièces, si petit qu'il n'en resterait plus un morceau. Mais les lions se levèrent et déchirèrent les trolls en petits morceaux, de sorte que l'endroit ressemblait à un tas de fumier jeté autour de lui. Et quand ils eurent fini les trolls, ils se recouchèrent. Le garçon ne se réveilla que tard dans l'après-midi, et lorsqu'il se mit à genoux et essuya le sommeil de ses yeux, il commença à se demander ce qui s'était passé, lorsqu'il vit les marques de sabots. Mais alors qu'il se dirigeait vers le château, une jeune fille regardait par la fenêtre qui avait vu tout ce qui s'était passé, et elle dit: « Vous pouvez remercier vos étoiles de ne pas avoir été dans cette bagarre, sinon vous avez dû perdre la vie. » Quoi? Je perds la vie. Je ne crains pas cela, dit le garçon. Elle le pria donc d'entrer, afin de lui parler, car elle n'avait pas vu une âme chrétienne depuis son arrivée là-bas. Mais quand elle a ouvert la porte, les lions ont voulu entrer aussi, mais elle a eu tellement peur qu'elle s'est mise à crier. Alors le garçon les a laissés s'allonger dehors. Ensuite, les deux parlèrent, et le garçon demanda comment il se faisait qu'elle, qui était si adorable, puisse supporter ces vilains trolls. Elle ne l'a jamais souhaité, dit-elle. C'était tout à fait contre sa volonté. Il l'avait saisie de force, et elle était la fille du roi d'Arabie. Ils parlèrent donc, et enfin elle lui demanda ce qu'il ferait. Si elle devait rentrer chez elle ou s'il la prendrait pour épouse. Bien sûr, il l'aurait, et elle ne devrait pas rentrer chez elle. Après cela, ils firent le tour du château et arrivèrent enfin à une grande salle, où les 2 grandes épées des trolls étaient accrochées au mur. « Je me demande si vous êtes assez homme pour en manier un, dit la princesse. « OMS, dit le garçon.
Ce serait une jolie chose si je ne pouvais pas en manier un. Sur ce, il plaça 2 ou 3 chaises l'une sur l'autre, sauta et toucha du bout des doigts la plus grande épée, la lança en l'air et la rattrapa par la poignée. Il sauta à terre, et en même temps il frappa le sol d'un tel coup que toute la salle en trembla. Après s'être ainsi descendu, il mit l'épée sous son bras et la transporta avec lui. Ainsi, après qu'ils eurent vécu quelque temps au château, la princesse crut qu'elle devait rentrer chez ses parents et leur faire savoir ce qu'elle était devenue. Ils chargèrent donc un navire et elle quitta le château. Après qu'elle fut partie et que l'enfant eut erré un peu, il se rappela qu'il avait été envoyé là-bas pour faire une commission et qu'il était venu chercher quelque chose pour la santé de sa mère. Et même s'il se disait: après tout, la vieille dame n'était pas si mal, mais elle va bien à ce moment-là, il pensait. Néanmoins qu'il devrait aller voir comment elle allait. Il alla donc trouver l'homme et sa mère tout à fait frais et copieux. Quel malheur vous êtes de vivre dans cette hutte de misérables, dit le garçon. Viens avec moi jusqu'à mon château, et tu verras quel brave garçon je suis. Bien. Ils étaient tous deux prêts à partir, et en chemin, sa mère lui parlait et lui demandait comment il était devenu si fort. Si vous voulez savoir, cela vient de cette ceinture bleue qui se trouvait sur le flanc de la colline à l'époque où vous et moi étions en train de mendier, dit le garçon. L'avez-vous toujours? Demanda Théel. Oui, il l'avait fait. Il était noué autour de sa taille. Pourrait-elle le voir? Oui. Elle pourrait. Et sur ce, il ouvrit son gilet et sa chemise pour les lui montrer. Puis elle le saisit à 2 mains, l'arracha et l'enroula autour de son poing. Maintenant, s'écria-t-elle, que dois-je faire d'un misérable comme vous? Je vais juste vous donner un seul coup et vous briser la cervelle. Une bien trop belle mort pour un tel coquin, dit le troll. Non. Brûlons-lui d'abord les yeux, puis emmenons-le à la dérive dans un petit bateau. Alors ils lui ont brûlé les yeux et l'ont laissé à la dérive, malgré ses prières et ses larmes. Mais, tandis que le bateau dérivait, les lions nageaient après, et enfin ils s'en emparèrent et le traînèrent jusqu'à une île, et placèrent le garçon sous un sapin. Ils lui attrapèrent du gibier, plumèrent les oiseaux et lui firent un lit de duvet. Mais il fut forcé de manger sa viande crue et il devint aveugle. Enfin, un jour, le plus gros lion poursuivait un lièvre aveugle, car il courait droit sur du bois et des pierres, et à la fin il se heurta à une souche de sapin et tomba tête baissée à travers le champ dans un printemps. Mais voilà. Quand il sortit de la source, il vit son chemin tout à fait clair et sauva ainsi la vie. Tellement, pensa le lion, et il alla traîner le garçon jusqu'à la source et l'y plongea jusqu'à la tête et les oreilles. Alors, quand il eut recouvré la vue, il descendit vers le rivage et fit signe aux lions de s'allonger tous ensemble comme un radeau. Puis ils se tenaient sur leur dos pendant qu'il nageait avec lui vers le continent. Lorsqu'il eut atteint le rivage, il monta dans un bosquet de bouleaux et fit reposer les lions en silence. Puis il se glissa jusqu'au château, comme un voleur, pour voir s'il ne pourrait pas mettre la main sur sa ceinture. Et lorsqu'il arriva à la porte, il jeta un coup d'œil par le trou de la serrure, et là il vit sa ceinture suspendue au-dessus d'une porte de la cuisine. Alors il se glissa doucement sur le sol, car il n'y avait personne là-bas. Mais dès qu'il eut saisi la ceinture, il se mit à donner des coups de pied et à piétiner comme s'il était fou. À ce moment-là, sa mère se précipita. Cher cœur, mon petit garçon chéri, redonne-moi la ceinture, dit-elle. Merci bien, dit-il. Maintenant, tu auras le sort que tu m'as infligé,
et il l'accomplit sur le champ. Quand le vieux troll entendit cela, il entra et supplia et pria si gentiment pour ne pas être frappé à mort. Eh bien, vous pouvez vivre, dit l'enfant, mais vous subirez le même châtiment que vous m'avez infligé. Et ainsi il brûla les yeux du troll et le fit dériver sur la mer dans un petit bateau, mais il n'avait pas de lion pour le suivre. Maintenant, le garçon était tout seul, et il allait et venait avec une nostalgie incessante de la princesse. Enfin il n'en pouvait plus, il devait partir à sa recherche, tant son cœur tenait à la voir. Il chargea donc 4 navires et partit pour l'Arabie. Pendant quelque temps, ils eurent du vent favorable et du beau temps, mais ensuite ils restèrent sous une île rocheuse, soumis au vent. Alors les marins descendirent à terre et se promenèrent pour passer le temps, et là ils trouvèrent un énorme œuf, presque aussi grand qu'une petite maison. Alors ils commencèrent à le frapper avec de grosses pierres, mais, après tout, ils ne parvenaient pas à briser la coquille. Alors le garçon s'approcha avec son épée pour voir d'où venait tout ce bruit, et quand il vit l'œuf, il trouva que c'était une bagatelle de le casser. Alors il lui donna un coup et l'œuf se fendit, et il en sortit une poule aussi grosse qu'un éléphant. Maintenant, nous avons mal agi, dit le garçon. Cela peut nous coûter la vie. Puis il demanda à ses marins s'il était assez homme pour naviguer vers l'Arabie en 24 heures s'il avait une bonne brise. Oui. Ils étaient bons à le faire, disait-il. Alors ils partirent avec une bonne brise et arrivèrent en Arabie en 23 heures. Dès qu'ils débarquèrent, le garçon ordonna à tous les marins d'aller s'enterrer jusqu'au yeux dans une dune, de manière à ce qu'ils puissent à peine voir les navires. Le garçon et les capitaines gravirent un haut rocher et s'assirent sous un sapin. Peu de temps après, un grand oiseau volant avec une île dans ses griffes vint s'abattre sur la flotte et coula tous les navires. Après avoir fait cela, il vola jusqu'aux dunes et battit des ailes, de sorte que le vent enleva presque la tête des matelots, et il passa devant le sapin avec une telle force qu'il fit se retourner le garçon, mais il était prêt avec son épée, il donna un coup à l'oiseau et le fit tomber mort. Après cela, il se rendit en ville, où tout le monde était content parce que le roi avait récupéré sa fille. Mais maintenant le roi l'avait lui-même cachée quelque part et avait promis sa main en récompense à quiconque pourrait la trouver, et ce, bien qu'elle ait été fiancée auparavant. Tandis que le garçon avançait, il rencontra un homme qui avait des peaux d'ours blanches à vendre. Il en acheta donc une et l'enfila. Et l'un des capitaines devait prendre une chaîne de fer et le conduire. Il entra donc dans la ville et commença à faire des farces. Enfin, la nouvelle parvint aux oreilles du roi, que jamais auparavant on n'avait eu autant de divertissement dans la ville, car voici un ours blanc qui dansait et faisait des cabrioles exactement comme on le lui demandait. Alors un messager vint dire que l'ours devait venir au château immédiatement, car le roi voulait voir ses ruses. Alors, quand on arriva au château, tout le monde eut peur, car on n'avait jamais vu une telle bête auparavant. Mais le capitaine dit qu'il n'y avait aucun danger à moins qu'ils n'en rient. Ils ne doivent pas faire cela, sinon cela les mettrait en pièces. Lorsque le roi entendit cela, il avertit toute la cour de ne pas rire. Mais pendant que la fête se poursuivait, une des servantes du roi entra et se mit à rire et à se moquer de l'ours, et l'ours se précipita sur elle et la déchira, de sorte qu'il ne restait presque plus un chiffon d'elle. Alors toute la cour commença à se lamenter, et le capitaine surtout. Des choses et des bêtises, dit le roi. Ce n'est qu'une servante, et d'ailleurs c'est plus mon affaire que la tienne. Une fois le spectacle terminé, il était tard dans la nuit.
Ce n'est pas la peine de partir, quand il est si tard, dit le roi. L'ours ferait mieux de dormir ici. Peut-être pourrait-il dormir au grand air près du feu de la cuisine, dit le capitaine. Non, dit le roi, il dormira ici, et il aura des oreillers et des coussins pour dormir. On apporta donc tout un tas d'oreillers et de coussins, et le capitaine disposa d'un lit dans une pièce à côté. Mais à minuit, le roi arriva, une lampe à la main et un gros trousseau de clés, et emporta l'ours blanc. Il parcourut galerie après galerie, traversant des portes et des pièces, en haut et en bas, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à une jetée qui se jetait dans la mer. Alors le roi commença à tirer des poteaux et des épingles, celui-ci en haut et celui-là en bas, jusqu'à ce qu'enfin une petite maison flotte jusqu'au bord de l'eau. Il y garda sa fille, car elle lui était si chère qu'il l'avait cachée pour que personne ne puisse la découvrir. Il laissa l'ours blanc dehors pendant qu'il entrait et lui raconta comment il avait dansé et fait ses farces. Elle a dit qu'elle avait peur et qu'elle n'osait pas le regarder. Mais il lui parla, lui disant qu'il n'y avait aucun danger si seulement elle ne riait pas. Alors ils ont amené l'ours et ont verrouillé la porte, et il a dansé et joué ses tours. Mais juste au moment où la fête était à son comble, la servante de la princesse se mit à rire. Alors le garçon se précipita vers elle et la déchira en morceaux, et la princesse se mit à pleurer et à sangloter. Des choses et des bêtises, s'écria le roi. Toute cette histoire à propos d'une femme de chambre. Je t'en reprendrai un tout aussi bon. Mais maintenant, je pense que l'ours ferait mieux de rester ici jusqu'au matin, car je n'ai pas envie d'aller le conduire dans toutes ces galeries et tous ces escaliers à cette heure de la nuit. Bien, dit la princesse, s'il dort ici, je suis sûre que je ne le ferai pas. Mais à ce moment-là, l'ours se recroquevilla et se coucha près du poêle, et il fut enfin décidé que la princesse coucherait là aussi, avec une lumière allumée. Mais dès que le roi fut bien parti, l'ours blanc vint la prier de défaire son collier. La princesse avait tellement peur qu'elle s'est presque évanouie. Mais elle tâta jusqu'à trouver le collier, et à peine l'avait-il défait que l'ours lui arracha la tête. Puis elle le connut de nouveau, et elle fut si heureuse que sa joie ne s'arrête pas, et elle voulut immédiatement dire à son père que son libérateur était venu. Mais le garçon ne voulait pas en entendre parler. Il la gagnerait une fois de plus, dit-il. Ainsi, le matin, quand ils entendirent le roi claquer sur les poteaux dehors, le garçon enfila la peau et se coucha près du poêle. Eh bien, est-ce qu'il est toujours là? Demanda le roi. Je le pense, dit la princesse. Il ne s'est même pas retourné ou étiré une seule fois. Lorsqu'ils remontèrent au château, le capitaine prit l'ours et l'emmena, puis le garçon jeta la peau, alla chez un tailleur et commanda des vêtements dignes d'un prince. Et quand ils furent chaussés, il alla trouver le roi et lui dit qu'il voulait retrouver la princesse. Vous n'êtes pas le premier à vouloir la même chose, dit le roi, mais ils ont tous perdu la vie. Car si quelqu'un qui essaie ne parvient pas à la retrouver dans 24 heures, il perd la vie. Oui. Le garçon savait tout cela. Il voulait quand même essayer, et s'il ne parvenait pas à la trouver, c'était à lui de veiller. Or, dans le château, il y avait un orchestre qui jouait des airs doux, et il y avait de belles servantes avec qui danser, et le garçon s'en alla danser. Au bout de 12 heures, le roi dit, « Je vous plains de tout mon cœur. Vous êtes si mauvais en recherche. Vous perdrez sûrement la vie. » Truc, dit le garçon. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a du souffle dans le corps, il n'y a pas de peur.
Nous avons beaucoup de temps. Et ainsi il continua à danser jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'1 heure. Puis il a dit qu'il commencerait à chercher. Cela ne sert à rien maintenant, dit le roi. Le temps est écoulé. Allumez votre lampe. Sors avec ton gros trousseau de clés, dit le garçon, et suis-moi où je veux aller. Il reste encore 1 heure entière. Le garçon suivit donc le même chemin que le roi l'avait conduit la nuit précédente, et il ordonna au roi d'ouvrir porte après porte jusqu'à ce qu'ils arrivent à la jetée qui aboutissait à la mer. Tout cela ne sert à rien, je vous le dis, dit le roi. Le temps est écoulé, et cela ne fera que vous conduire directement dans la mer. Encore 5 minutes, dit le garçon en tirant et en poussant les poteaux et les épingles, et la maison flottait. Maintenant, le temps est écoulé. Brailla le roi. Viens ici, bourreau, et arrache-lui la tête. Non. Non. Dit le garçon. Arrête un peu. Il reste encore 3 minutes. Sortez avec la clé et laissez-moi entrer dans cette maison. Mais le roi se tenait là et tâtonnait avec ses clés pour obtenir l'heure. Finalement, il a dit qu'il n'avait pas de clé. Eh bien, si ce n'est pas le cas, je l'ai fait, dit le garçon en donnant un tel coup de pied à la porte qu'elle s'est brisée en éclats sur le sol. À la porte, la princesse le rencontra et dit à son père que c'était son libérateur, sur qui son cœur était tourné. Alors elle l'avait. Et c'est ainsi que le mendiant en vint à épouser la fille du roi d'Arabie. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.